Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de The Softy Club sur le thème de la sobriété. J'ai reçu 2 invités pour en parler. Angélique sur les réseaux Ivre de Vie qui partage sur YouTube et Instagram son histoire, tips et infos pour arrêter l'alcool. Et Marianne sur les réseaux Maestro qui est ingé son et productrice. Il y a aussi eu un invité surprise, un gars se mettait parfois à chanter de l'opéra, donc si jamais vous l'entendez, faites pas gaffe. Je tiens aussi juste à préciser que cet épisode n'a absolument pas pour but de juger les personnes qui consomment de l'alcool, bien au contraire. C'était pour mettre en lumière des histoires et réflexions différentes et éventuellement aider les personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour me donner vos retours et peut-être proposer des thèmes pour les futurs épisodes. J'aimerais bien que vous parliez juste, avant qu'on parle de tout le processus, etc., de votre histoire peut-être à chacune. Quelle était un peu votre approche avec l'alcool avant tout le processus de sobriété, etc. Alors moi, j'ai eu un rapport particulier avec l'alcool dès mon enfance en fait. Parce que je viens d'une famille donc, qui boit beaucoup. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de soirées en famille, entre amis. Et dans ces soirées-là, en fait, ils buvaient énormément. Quoi. Les bouteilles, elles passaient, les cubis. Et c'était très festif, très convivial. C'était drôle aussi quand tout le monde était bourré. Et c'est vrai que moi, petite, en fait, j'ai un peu associé le fait d'être adulte à l'alcool. Pour moi, en fait... être adulte, on avait le droit de boire. Et pour moi, c'est une des caractéristiques de l'âge adulte. Donc j'ai vraiment baigné dans l'alcool, en fait. Et au moment de l'adolescence, forcément, on a envie d'être adulte un peu vite, un peu tôt. Et donc, vers mes 15 ans, bon, j'ai bu avant, mais vers mes 15 ans, en fait, ma consommation, elle est vraiment devenue très excessive. Au début, en fait, je buvais en soirée, mais je buvais énormément, par contre. En fait, je buvais vite et beaucoup. Ouais. C'est le binge drinking, en fait. C'est le fait de boire vite et beaucoup. En fait, c'est des alcoolisations massives pour l'ivresse, en fait. Je ne savais pas que... au bout de 2 verres, ça commençait à être dangereux pour la santé. Ma famille n'était même pas au courant, en fait. Eux, ils buvaient, ils n'étaient pas au courant de tout ce que ça entraînait. Moi, je sais que, par exemple, avec mes amis, on dînait même pas pour qu'en fait, l'alcool soit directement dans le sang et qu'on le sente directement. Donc, c'est vrai que je sens que c'est un truc qui est assez commun, malheureusement, finalement. Le truc de, on commence à boire et on est tout de suite dans le truc extrême. Et toi, du coup ? Moi, je pense qu'aussi je viens d'une famille très fêtarde, une famille où peut-être il y a des gens qui associent l'alcool à la violence. Moi, c'était pas du tout le cas, c'était vraiment pour faire la fête. Donc, moi, il y avait vraiment pas de mal à ça, quoi. Zéro souci, quoi. Ouais, voilà, zéro souci. On fait que du bien, quoi. Exactement, il n'y a pas de... Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Soirée, et amis, et voilà. Ouais, le schéma devenir classique. adulte, comme elle disait, c'est... On arrive à acheter de l'alcool par-ci par-là, et ben on le fait, on le boit, quoi. En fait, l'alcool est associé à un truc hyper positif. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait que renforcer en fait le rapport à l'alcool, quoi. Tu vois les adultes le faire et puis tu t'informes pas, tu vas pas forcément t'informer et tu te dis tout le monde fait de la fête avec l'alcool, alors moi aussi. Puis tu as envie d'essayer, donc après tu peux vite tomber dans ce schéma-là, quoi, de boire à chaque soirée, etc. Et en fait, on peut pas vraiment s'en rendre compte parce que quand, moi par exemple, pendant ma vie étudiante, on buvait quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Et en fait, j'avais pas l'occasion de tester pas ma limite, mais mon sevrage, je dirais. Okay. J'avais pas l'occasion de voir si j'étais vraiment dépendante ou pas, parce qu'en fait j'avais tout en soirée, donc je pouvais pas savoir en fait. En fait, je pense que c'est ça. On remarque pas vraiment qu'il y a un problème là-dedans. En fait, je pense que c'est surtout ça. Tout le monde commence. C'est tellement banalisé. On se rend pas compte. Quand on vient d'une famille un peu fêtarde, alors là, c'est encore plus banalisé. Moi, je pense que j'avais quand même une autre dimension. C'est que j'étais quand même assez mal dans ma peau à l'époque, période de collège, fin collège, début lycée. Et l'alcool, je pense que ça me permettait aussi de m'évader, parce que moi il y avait les soirées et tout ça, mais j'ai eu aussi une dimension qui là je pense est un peu plus exceptionnelle pour mon âge, c'est-à-dire que je buvais seule aussi. Je pouvais en fait aller prendre des bouteilles dans la réserve de mes parents et les boire toute seule, boire une bouteille toute seule, puis vomir après, et en fait ça me permettait de m'évader. Et ça c'était quand t'avais vers quel âge ? Et ça c'était de mes 15 à mes... Puis après ça n'a jamais fini en fait. J'ai toujours eu ce processus là jusqu'à l'arrêt en fait. Quand j'étais triste, pas bien, je buvais, quoi. C'était ma porte de... C'était en fait la seule solution que j'avais quand j'étais en détresse. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait où vous vous êtes dit attends, c'est peut-être pas hyper sain ma relation avec l'alcool? Moi, je pense que quand je me suis vraiment rendu compte que c'était pas sain pour moi, c'est vraiment quand j'étais malade à cause de ça.
Enfin, j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça. Et que j'ai quand même pas arrêté, quoi. Qu'on m'a dit arrête et que j'ai pas réussi à arrêter, qu'il m'a fallu peut-être un an, quoi, pour y arriver, quoi. Ça, c'est une caractéristique de la dépendance, c'est qu'on continue à boire malgré en fait les conséquences négatives. C'est ça. Et je savais très bien que si j'arrêtais l'alcool, ça allait me rendre mieux, mais j'y arrivais pas. Donc là, tu t'es rendu compte. Et là, je me suis rendu compte que j'étais addict, quoi. Mais avant ça, et pourtant, je buvais tous les jours, je buvais seule, même si ça arrivait plus tard que toi. Je buvais seule, pareil, je buvais pour oublier, c'est clairement ça. Ça, je pense que c'est cette phrase, oui. C'est clairement ça, c'est un truc qui résonne, c'est boire pour oublier. C'était même plus festif, j'avais besoin d'oublier, et la seule chose qui me faisait m'évader pendant une soirée, c'était l'alcool, parce que tout le reste ça marchait pas. Je mangeais pas pour acheter mon alcool, quoi. C'était... Je savais très bien que je faisais des petites magouilles par-ci par-là pour m'acheter ma bouteille, quoi. Mais même en étant dans ce processus-là, tu te disais pas oh zut. Je le savais, mais en même temps, c'était un peu. J'arrivais pas à trouver, on va dire, sens à la vie, quoi. Donc au final, pas me détruire, j'en avais plus rien à faire, quoi. Je savais que c'était mauvais pour moi. Mais je le faisais parce que c'était la seule chose qui me rendait bien l'espace d'un temps, que tout le reste, ça allait pas, quoi. C'est incroyable comme ça résonne avec ma propre histoire, en fait. En fait, on se rend compte que... Enfin, je m'en rends compte quand je parle avec des gens qui ont arrêté l'alcool, c'est qu'on a tous un peu les mêmes éléments aussi. Le fait de pas manger pour boire, moi aussi. C'était le cas, quoi. Quand j'étais étudiante, je mangeais quasiment pas parce que j'avais juste les sous pour boire. C'est exactement ça. Et du coup, dans ces moments-là, toi, tu t'es rendu compte, c'est comme ça que tu t'es rendu compte? Oui, moi, il y a aussi eu un moment où quand même je savais que ça me faisait pas du bien, mais je buvais quand même aussi. J'ai eu énormément de fois où j'ai voulu arrêter et j'y arrivais pas, quoi. Ça a duré bien 5 ans pour que j'arrête totalement. Ok, donc t'en as pris conscience quand t'étais étudiante finalement, c'est ça? Moi j'en ai pris conscience quand... parce que c'est vrai qu'il y a des gens, l'alcool n'est pas du tout associé à la violence, mais moi c'était pas le cas. L'alcool ça me rendait violente. Et c'est après quand j'ai arrêté que j'ai compris qu'en fait c'est l'alcool qui me rendait comme ça. Mais c'est quand j'ai eu de la violence dans mon couple. C'est-à-dire qu'on était violents tous les deux, c'était pas juste lui qui était violent, on était tous les deux dépendants et tous les deux violents. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a fait me dire qu'il y avait un souci en fait. Je me suis dit, c'est pas normal, t'es pas heureuse, tu rentres le soir, tu te fous sur la gueule avec ton mec, vous quittez, vous vous remettez ensemble, il y a un truc qui va pas en fait. Et j'avais pas encore conscience que c'était l'alcool, mais disons que ça a été le point qui a fait que j'ai voulu changer et qui a amené ensuite à la décision d'arrêter l'alcool. Et après, t'as mis, donc le processus a duré 5 ans. Ouais, j'ai mis énormément de temps. En fait, pour moi, il n'y a pas eu de déclic. On parle souvent d'un déclic, mais pour moi, c'est vraiment une succession de prises de conscience. Il y a eu aussi le fait que j'avais pris énormément de poids, en fait, parce qu'il y a toute une période où je mangeais pas et donc en fait j'étais très maigre, mais quand j'ai voulu remanger tout en buvant, en fait là j'ai pris plein de kilos. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai recommencé à manger et j'ai grossi d'un coup, c'est pas possible, c'est pas la bouffe. Et j'ai trouvé des stratégies pour prendre le moins de kilos possible. Je buvais du jus de tomate vodka pour que ce soit plus sain. Mais oui, les petites magouilles qu'on fait pour continuer à boire quand même, quoi. Malgré le fait que t'es en train de... on a un déni, mais c'est clairement ça. Moi, j'ai eu un déni pendant longtemps, je pense. Et oui, parce que je pense que j'ai eu un déclic aussi. Plus un déclic, alors un déclic du coup. Ouais, comme c'est plus violent, c'est comme c'était ma santé. Il y a un jour où j'ai même pas bu une gorgée de vin et je me sentais comme une énorme gueule de bois, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, je peux même pas profiter d'un repas, Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, stop, quoi. Oui, c'est vrai que le déclic, pour les personnes qui ont d'un coup un problème de santé et pour ceux qui ont un accident, par exemple, en voiture, c'est radical, ouais. C'est pour ces personnes-là, bon, des fois, non, même pas. Il y a des gens qui continuent vraiment... on m'avait dit d'arrêter, mais j'ai pas réussi. Et là, ça a été vraiment j'arrivais plus à profiter, quoi. Et qui t'a dit d'arrêter? T'as vu un médecin? Ouais, j'ai vu des médecins parce que du coup, je suis partie plusieurs fois à l'hôpital à cause de mes problèmes de santé. Et forcément, ils te demandent l'hygiène de vie, etc. Et après, les médecins, j'ai un peu du mal avec eux parce que du coup, ils m'ont bien jugé au final. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas pris conscience directement de ce qui m'arrivait. C'est parce que même eux me jugeaient, quoi. C'était pas du tout dans la compréhension. Vous savez, ça pourrait être l'alcool, machin, etc., quoi. Ils m'ont juste dit,
t'es une débauchée et voilà. J'ai une expérience similaire en fait. C'est pour ça quoi. Ils m'ont dit t'es juste une débauchée et voilà, c'est tout. Ouais, le manque d'empathie quoi. Voilà, exactement. Mais j'ai une expérience similaire parce que moi je suis allée voir un médecin à un moment donné et j'allais pas la voir pour ça, mais en fait elle m'a regardée, elle m'a fait non mais il faut que vous arrêtiez là. Et j'ai dit comment ça, faut que j'arrête? Elle me dit bah oui mais là c'est une question de volonté en fait, faut y aller quoi. Alors c'est tellement plus complexe que ça. C'est pas du tout une question de volonté, c'est une question de motivation. Et les médecins qui disent ce genre de truc, et en fait, ils jugent clairement la personne. Et ils font comme si, en fait, ça dépendait uniquement de nous, alors qu'en vrai, on a besoin d'aide, on a besoin de motivation. On a besoin de soutien aussi. Oui, de soutien, énormément de soutien. Et on peut pas le faire en un jour, quoi. Pas toujours, donc... Et vous êtes fait accompagner pour... pendant le processus, je parle psychologiquement, ou alors est-ce que vous avez vu un médecin fréquemment pour vous aider un peu dans le, je vais dire, sevrage finalement? Du coup, c'était beaucoup de résilience avec moi-même, mais bon, j'ai fait, je pense avoir fait le mieux ce qui est mieux pour moi quoi, et je m'en suis rendu compte bien après, mais après j'ai pas vu grand monde, puis j'avais aussi honte de ce que j'étais, hein. Faut se le dire. J'allais pas dire coucou je suis alcoolique quoi, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur qui est venu à moi et qui m'a dit tu l'es en fait, genre t'as besoin d'aide, voilà. Ça a été plus ça le déclic que parce que du coup mes potes pareil hein, dans la même bout que moi, on y va tous ensemble et limite on parle pas de nos problèmes, on va juste boire quoi, ensemble, on fait la fête quoi, on oublie ensemble et puis on en rigole. On en rigole. Allez on va boire pour oublier. C'est ça, c'est toujours très... Quand quelqu'un ne boit pas, on a perdu un soldat, c'est ce genre de truc en fait. En fait c'est assez bizarre, on le dit mais sans vraiment le penser quoi, ou sans vraiment se rendre compte que c'est réel. Je pense que on se rend pas vraiment compte en fait, on en revient à ce qu'on a dit au début, c'est tellement banalisé et quand on est étudiant encore plus, c'est-à-dire qu'on peut être clairement alcoolique, que les personnes autour de nous vont pas déjà mettre ce mot. Même les adultes, hein, les personnes plus âgées, parce que pour eux, dans leur tête, c'est normal, on est jeune, on fait la fête, on boit énormément. Enfin, vas-y. Et la gueule de bois aussi est extrêmement banalisée. Parce que la gueule de bois, c'est quoi? C'est une intoxication du corps. Le corps, il lutte en fait pour revenir à son état d'équilibre. Et en fait, on en rigole, on la banalise énormément, mais la gueule de bois, c'est très très grave. En fait, c'est le corps qui est complètement HS. Et en fait, il lutte pour survivre, pour se remettre à son niveau de base, quoi. Exactement. Et en fait, on en parle comme si c'était... Ouais, exactement. Mais je pensais à ça quand je préparais le podcast ce matin. Je me suis dit, en fait, c'est fou parce qu'on boit au point de vomir et ça ne choque personne. Et le cerveau aussi. On s'intoxique le cerveau. Le cerveau, quand on boit beaucoup d'un coup, en fait, ça détruit des neurones. Quand on est en gueule de bois aussi, c'est qu'on a perdu des neurones sous le coup d'une alcoolisation extrême, en fait. Et du coup, il y a quelqu'un qui t'a dit à un moment donné, là, il y a un problème. C'est moi qui m'a... Ouais, en fait, on est ensemble, donc... Ok. Je le dis pour tout le monde. Ça marche. Et ouais, quand je l'ai rencontré, ça faisait 1 an que j'étais en période... j'étais sobre, je voulais pas boire, j'étais vraiment... je voulais grandir spirituellement en tant que personne, etc. Et donc j'avais décidé d'arrêter de boire. Et quand je l'ai rencontré, un peu aussi parce qu'on peut en parler, l'alcool ça aide aussi à pas être gêné, à être un peu... J'allais en parler dans le couple, les premiers rencarts. C'est très dur de le faire sobre en fait. Ouais. Mais ouais, et du coup c'est à ce moment-là, c'est quand je l'ai rencontré, on a commencé à boire beaucoup. Et au bout d'un moment, elle m'expliquait ses problèmes de santé, etc. Et je lui ai dit, mais attends, en fait, il y a un truc, pour moi, t'as une addiction en fait, c'est plus que juste t'es une fêtarde. Mais en fait, je me dis ça pour tellement de gens autour de moi. Et il y a qu'une personne qui n'est pas dépendante qui peut le voir en fait. Avec mon copain là, au début, nos premiers rencarts, moi je buvais 2 bouteilles, lui il buvait un verre et je me disais mais qu'est-ce qu'il est chiant en fait ce mec. J'étais dans l'alcool en fait, j'étais en couple avec l'alcool. Et en fait, cette personne qui me demandait qu'est-ce qu'on parle, en fait j'étais complètement pas du tout en pleine conscience avec lui quoi. Moi c'est particulier parce que aussi, je sais pas si c'est ton cas, mais comme j'ai commencé très tôt, j'ai rien fait sans alcool en fait. J'avais jamais fait l'amour sans alcool. Je me relaxais jamais sans alcool. L'alcool était partout dans ma vie. En fait, on a des outils dans la vie pour se gérer émotionnellement. Et qu'il y a des millions d'outils qui sont hyper positifs pour nous.
On n'en parle pas forcément. C'est pas une discussion qui est très mise en avant, on va dire. Et que du coup, en fait, de nous-mêmes, parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions, on va chercher, on va dire la facilité, mais en fait, c'est ce qu'on voit. Et du coup, on va forcément aller chercher l'alcool pour se relaxer, pour être à l'aise, etc. Au lieu de rechercher des choses de... Si c'est facile, c'est parce que c'est le plaisir immédiat et c'est dû en fait à la dopamine. C'est une récompense immédiate en fait. Si on nous dit entre méditer et boire de l'alcool, méditer c'est beaucoup plus difficile. Exactement. En fait. Et ça prend beaucoup plus de temps à se mettre en place. Et l'homme, par nature, veut la facilité. On cherche la facilité évidemment. Et c'est pour ça que c'est si difficile, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont dépendants. Et à toutes sortes de drogues d'ailleurs. Attends, juste, est-ce que je réponds à la question est-ce que j'ai arrêté seule ou pas? Je crois que t'as pas répondu. J'ai arrêté toute seule. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée par rapport au sevrage, parce que j'ai eu un sevrage compliqué du coup. Ok, tu peux... il faut savoir que quand même, quand on a une dépendance physique, on peut mourir en fait du sevrage. Si on arrête trop brutalement l'alcool. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu avais une dépendance physique ou psychologique? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout. Donne peut-être tes symptômes. Je me suis pas rendu compte. Irritabilité, anxiété. Et ensuite, si on a vraiment une grosse dépendance physique, c'est tremblements, crise d'épilepsie, délirium très mince, hallucination. Ça peut aller jusqu'à la mort en fait. Comment tu l'as vécu toi? Ouais, je pense que j'étais irritable, ça c'est sûr. Anxieuse, je sais pas trop, parce que je suis pas quelqu'un de très anxieux de base, donc... Finalement, toi, c'est plus comme si c'était psychologique. Ouais, psychologique. Toi, c'était ton pansement, en fait. Ouais, c'était mon pansement. Mais en fait, c'est ça, tous les dépendants à l'alcool sont dépendants psychologiquement. À la base. Et il y a une part de ces dépendants-là qui sont dépendants physiquement, parce que ça fait très longtemps qu'ils boivent et que... Voilà, ton corps, il est juste et ça dépend à ça, de la personne aussi, du poids. Ça dépend de plein de choses, en fait. Et probablement que tu avais un début de dépendance physique, mais peut-être pas trop élevé. Ça faisait, je pense, 3 ans que je devais boire, enfin, tous les jours. Ouais, moi ça en faisait 10. Ouais, c'est donc forcément. Donc le corps automatiquement réagit différemment, c'est ça, forcément. On lui donne plus d'alcool alors qu'il était habitué à l'alcool, il réagit, voilà, ça va de l'irritabilité à la mort en fait, ça dépend. Donc moi j'aurais, en fait... Heureusement, j'ai pas eu des symptômes de sevrage trop élevés, mais c'est vrai qu'il y a des gens, s'ils ont une trop grosse dépendance physique, il faut qu'ils aillent voir des professionnels, quoi. Mais voilà, moi par contre j'ai arrêté donc sans personne, j'étais pas au courant qu'il y avait des structures, je savais même pas qu'on pouvait en mourir. En fait, il y a ça aussi, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est qu'on peut mourir de l'arrêt de l'alcool quand on est totalement habitué. Pour vous, pendant tout ce processus, c'était quoi vraiment le plus dur? Le fait de plus pouvoir boire même un verre. Je pense que pour moi, ça a été le plus dur. Que, plus jamais je pourrais ressentir ce que je ressentais avec l'alcool. Donc un peu de légèreté, un peu de... Et même ça avec un verre, parce qu'aussi j'aimais le goût. Moi, je l'utilisais pas vraiment... Enfin, si, je l'utilisais pour m'évader, mais j'aimais aussi le goût que ça avait, que ce soit la bière, le vin, etc. Et de me dire que même ça, le plaisir de... Ok, j'étais prête à plus être bourrée, mais même ne plus pouvoir boire un seul verre, ça me rendrait ça c'était dur. Ouais, c'était dur d'accepter le fait que la situation. J'étais malade et que je suis malade et que je peux plus boire d'alcool. En fait, c'est ça, on n'est jamais guéri en fait, c'est à vie quoi. Une fois que la dépendance elle est là dans notre cerveau, il y a un truc où en fait on a envie d'y... en fait le moindre verre fera replonger totalement, et c'est vrai que c'est dur à accepter ça. C'est moi au début c'est vrai que ça m'a aussi de quoi voir tes copains, ta famille, voilà, et toi t'es là et t'as l'impression d'être à part, du coup Alors moi j'ai remédié à ça, j'ai changé d'entourage, il y a toujours ma famille où je me sens un peu en décalage, mais les amis j'ai changé d'entourage parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des gens pour qui c'était normal de pas trop boire, chose dont j'étais pas au courant. Je me rendais pas. Tu te rendais même pas compte. En fait j'avais l'impression que tout le monde buvait comme moi parce que je traînais qu'avec des gens qui buvaient comme ça. Et en fait je me suis rendu compte en arrêtant l'alcool que pas du tout, il y a plein de gens qui boivent pas, et il y a plein de gens aussi qui boivent que 2 verres et modérément en fait. Mais le plus dur en fait ça a été de changer d'identité, je pense. Parce que l'alcool faisait tellement partie de mon identité, je me créais en fait un personnage avec l'alcool. Et en fait j'ai changé du tout au tout, j'étais quelqu'un de hyper extraverti, de fêtarde, d'impulsive, j'étais sans gêne, j'étais sans filtre. Et en fait c'est pas que j'ai changé d'identité, c'est qu'en fait je me suis trouvée moi
Et ça a été un processus assez douloureux. En fait, j'ai dû faire le deuil de mon ancienne relation avec l'alcool, du coup, faire le deuil de plein de parties de ma vie auxquelles je tenais, en fait. C'était ça le plus difficile, je crois. Bon, après, le plus difficile, c'est de résister toujours quand j'ai... envie. Hier encore, j'ai toujours envie. Pas hier, mais avant-hier, j'étais au resto. Donc je buvais un coca. Et en face de moi, j'ai vu 2 personnes en train de boire du vin rouge. Et le vin rouge, c'était mon alcool à moi, en fait. Et ça m'a donné envie. J'ai bugué, j'étais là, j'ai regardé. Mais voilà, j'arrive à rationaliser maintenant et à me dire non. Bah ouais, il y a toujours un moment donné où t'as une petite voix dans ta tête qui dit ah là, ça serait bien. Là, ça serait c'est un petit verre. C'est rien, un petit verre. Ouais. Mais on sait très bien que moi, pour ma part, comme toi, je buvais un verre, j'en buvais 10, 15, 20. Et ouais, je m'en rendais pas compte. Ouais. C'était je buvais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'alcool. C'est un automatisme en fait. En fait, ça supprime le contrôle dans le cerveau. Si on parle vraiment de ce qui se passe dans le cerveau, c'est le cortex préfrontal qui est responsable du contrôle, qui dit non, là je boirai pas. En fait, il est absent ce contrôle dès qu'on boit. Et dès qu'on est dépendant en fait. Et le cortex préfrontal, il est abîmé en fait. Ce qui n'est pas le cas dans un cerveau de non dépendant. C'est vachement intéressant. Du coup, tu as fait toutes ces recherches quand tu as commencé le processus pour que ça t'aide aussi à te... M'informer sur l'alcool, ça a été la clé, je pense, moi qui m'a fait arrêter. C'est ce qui m'a le plus aidé en fait. En fait, je me suis dit... je vais tout apprendre de mon ennemi, là. Je me suis dit, c'est mon ami, je vais tout apprendre de ça. En fonction, je réagirai, je verrai comment je peux faire pour le contrer. En fait, je suis vraiment partie en guerre, quoi. Ouais. Et surtout, je me suis dit, je vais peut-être perdre des batailles, mais je vais pas perdre la guerre, je vais jamais abandonner. Donc j'ai beaucoup rechuté et tout, mais j'ai toujours gardé ce truc de... Je vais arrêter, en fait. Et m'informer sur l'alcool, c'est toute ma chaîne YouTube. C'est mes recherches que j'ai fait au moment où j'ai arrêté en fait. Pour pouvoir aider aussi donc en fait maintenant j'ai une super connaissance, j'ai une connaissance hyper pointue de ce qui se passe dans le cerveau quoi. Donc je sais exactement comment faire pour réagir. Et en fait ça c'est intéressant parce que finalement même si vous en arrivez à la même conclusion qui est de arrêter de boire de l'alcool, vous avez eu parce que pour elle, on parle d'un déclic, comme tu as dit, d'un choc, toi, ça a été un choc, problème de santé radical. Et peut-être que toutes les réflexions que tu te fais maintenant, tu as dû te les faire un peu plus tard, finalement, parce qu'en fait, tu as dû arrêter, et puis c'est après que tu as commencé à voir les choses. Avoir les bénéfices d'arrêter l'alcool. C'est différent. Et c'est différent, alors que toi, tu as dû les voir avant pour arrêter. C'est pour ça que c'est hyper admiratif, parce que moi, je pense que sans mes problèmes de santé, j'aurais jamais arrêté. Ouais, mais après, j'avais de la violence dans mon couple. C'est vrai. C'était pas mal aussi, je pense. C'est un autre type de déclic. C'était un autre type de déclic. Toi violente, peut-être. Mais tu vois, moi, les problèmes de santé, je sais pas si j'aurais arrêté. Moi ça m'a pris longtemps parce que je trouvais pas de raison encore au fait d'arrêter ça, parce qu'il y avait rien qui était pour moi limite, c'est ce que je vais dire, c'est peut-être bête mais plus beau que l'alcool quoi. Pour l'instant il y avait dans ma vie il y avait genre rien plus beau que l'alcool, c'était totalement c'était impensable de ne pas l'avoir d'ailleurs, de ne pas en consommer en fait, c'est impensable de ne pas l'avoir dans sa vie. Et en fait notre cerveau il est incroyable parce qu'il s'habitue à tout quoi aussi. Des fois je suis en soirée, je bois de l'eau, mais jamais j'aurais pensé un jour que j'étais capable de boire de l'eau. On m'aurait dit ça il y a 5 ans. Moi boire de l'eau. Et d'ailleurs votre entourage comment il a réagi, parce que c'est un switch assez important finalement. Alors moi dans mon groupe d'amis je me sentis seule parce que alors après c'était donc on était tous un peu des écorchés vifs, un peu tous traumatisés, donc très dans la dépendance. Il n'y avait pas que l'alcool, il y avait plein d'autres drogues. Et on était 2 ou 3 à se rendre compte qu'il y avait un problème, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient dans un processus d'arrêt. Et en fait je pense que j'ai gêné à un moment donné parce qu'ils m'ont poussée vers la sortie. J'ai rien fait pour rester non plus, mais en fait j'étais plus la fille bourrée fun qui est complètement sous, qui tombe, qui fait rire tout le monde. J'avais plus ce truc là de complètement comment expliquer, impulsif et dérangé, genre cramé du cerveau, recherchaient chez toi, que eux recherchaient chez moi, parce qu'on était un groupe de cramés, c'est-à-dire on était complètement déjantés, on était voilà. Et je pense que ça les a gênés et et d'ailleurs j'ai revu un ancien pote cet été et il a pas compris. Il m'a proposé une bière, mais tu sais que j'ai arrêté depuis plus de 6 mois, que tu le sais tout ça. Et il fait ouais mais bon et en fait il s'est descendu son pack de bière tout seul quoi. Il pensait que j'allais boire. Et tu vois du coup c'est comment tu l'as senti? Ouais je l'ai senti, je me suis sentie à part
Mais bon, au début c'était difficile, donc j'étais plus en colère limite contre moi, c'était même pas contre eux, quoi. Puis mes amis, j'ai des liens avec eux bien plus que l'alcool, bon, la musique, etc. Donc en vrai, on passait aussi des après-midi sans boire. Bon, il y a d'autres dépendances, hein, comme le cannabis ou quoi que ce soit, mais sans boire, en tout cas, on arrivait à passer des après-midi sans boire ensemble parce qu'on faisait de la musique ou autre chose que boire. Mais c'est vrai qu'on finissait toujours les soirées avec de l'alcool. Bon, mais du coup, t'as toujours le même entourage? J'ai toujours le même entourage. Il y a des gens qui je ne parle plus, mais je pense que c'est pas lié à l'alcool non plus, quoi. C'est plus moi. C'est bien de le dire parce que qu'on peut aussi ne pas changer d'entourage. Voilà, il y a des gens pour qui c'est la solution et c'est nécessaire. Il y a des gens pour qui c'est possible de garder le même entourage et d'arrêter, quoi. Complètement, c'est du cas par cas. J'ai gardé ce noyau de potes. Oui, puis vous passiez du temps sans boire. C'est ça. On arrivait à passer. Ouais, après ça durait pas longtemps, mais c'était quelques heures histoire de faire nos travaux d'école, quoi. Ou quoi que. Ouais, moi, on se voyait en fait spécifiquement pour boire. En fait, il y a des moments où on n'avait rien à se raconter. Pas plus de liens que l'alcool, quoi. Moi, j'ai quand même ça, plus de liens que l'alcool. Mais ça m'est arrivé entre deux cours à avoir 1 heure, on s'achète une bouteille de vodka à 2 et on la boit et on va en cours après, quoi, tu vois. En fait, ils étaient dans ma classe et c'est comme ça que j'ai rencontré ces personnes. Parce qu'avant, je me sentais vraiment très seule, pas comprise, même que ce soit avec mes amis de lycée, collège. J'avais pas, je pense, pas la même vision qu'eux. C'est aussi pour ça que j'étais triste et aussi pour ça que je buvais autant, je pense, pour essayer de leur ressembler, quoi. D'être con en soirée et de faire n'importe quoi sans avoir de culpabilité ou quoi, tu vois, parce que il y a aussi ça, tu fais n'importe quoi et t'as pas de culpabilité parce que t'es sous alcool. En fait non, tu fais vraiment ce que tu fais, ce que tu fais tu le fais, quoi. Et des fois tu fais des trucs, pour ma part je trouve que j'ai été honteuse, tu vois, beaucoup de honte, beaucoup de choses que j'ai fait, voilà. En fait, oui. J'ai pas honte d'être alcoolique. Alors moi j'utilise pas le mot alcoolique parce que quand on parle d'alcoolique, les gens ils imaginent quelqu'un qui boit dès le matin. Mais oui, dépendant de l'alcool, en fait j'avais pas cette honte là. Par contre j'avais vraiment la honte, oui, de le lendemain de soirée. Voilà, j'ai pas tu sais pas ce que tu fais, t'appelles tes potes, ils te disent, tu vois des vidéos, t'es ok, genre mais bon, t'es sous alcool alors ça va, et même toi tu dis ok ça va, j'étais juste bourrée, quoi. Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Parce que t'es là mais t'es pas là, en fait. Je vais même aller plus loin en disant que il y a eu des moments où j'étais alcoolisée et je sais que j'ai vécu des choses vraiment pas cool, des sortes de traumas. Et bizarrement, quand je repense à ces choses-là, je sens qu'elles m'ont pas traumatisée comme les choses qui auraient pu se passer quand j'étais sobre. Donc il y a carrément un voile, en fait, dans ce que tu fais, ce qui se passe, que du coup, même toi, sobre, t'as du mal vraiment à comprendre oui, alors là que certaines choses hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, je l'avais jamais réalisé, là je le réalise à l'instant. C'est qu'en effet, les traumatismes sont différents de quand on est sobre. Parce que j'ai vécu des traumatismes en étant bourrée, on m'a agressé sexuellement, etc. Et j'ai pas du tout l'impression de l'avoir vécu de la même manière qu'un traumatisme sobre. C'est plus un espèce de flou. Mais de manière générale, moi j'étais dans un brouillard total, hein, manque de lucidité, manque de vision sur le long terme. J'étais perdue, quoi. Non mais c'est ça, c'est pour ça on n'est plus vraiment nous-mêmes, en fait, quand à un certain degré d'alcool, bien sûr, on n'est plus vraiment nous-mêmes, au point où les choses qui nous arrivent, c'est même pas du déni, c'est qu'en fait comme on n'est pas vraiment, et puis comme on n'est pas vraiment là finalement, il y a un truc un peu bizarre, une distance qui se crée avec les choses qui se passent quand t'es très alcoolisé, en fait. Et du coup moi je bois de l'alcool, mais extrêmement modérément, c'est-à-dire que de moi-même, en fait, je ne recherche plus la sensation d'être vraiment très alcoolisée. Mais je sais que le plus compliqué, et toutes les fois où j'ai passé par des phases de sobriété qui pour moi étaient importantes pour l'introspection, les moments où j'ai finalement rebu, c'est parce que j'étais dans des fêtes et que même si les personnes me disaient pas directement vas-y bois ce verre, de moi-même il y avait un truc où par habitude ou quoi j'allais boire. Et je voulais savoir si vous avez parce que du coup vous le vivez, cette soirée sans alcool alors que tout le monde est alcoolisé, est-ce que vous avez des tips, des petits trucs que vous faites, que vous dites pour arriver à tenir cette situation qui, pour moi, est l'une des plus compliquées quand on arrête de boire de l'alcool. Alors, moi, j'ai un truc à dire, peut-être, je sais pas si ça rentre dans la question. Vas-y. Si vous ne voulez pas devenir dépendant et donc être comme nous, ne plus avoir le droit de boire du tout, il faut faire gaffe à ne jamais prendre l'habitude de boire dans une situation en question. Il faut que ça reste aléatoire. Dans cette situation, par exemple, et
pour chaque situation, c'est très spécifique. Je rentre chez moi le soir, j'ai envie de boire une bière. Faire bien attention à ce que ce soit une fois de temps en temps et pas systématique. Je vais à telle soirée chez tel ami, faire gaffe à ce que ce soit aléatoire. Pour chaque situation comme ça. Parce que plus on répète dans une même situation, plus on a l'habitude. Et l'habitude, c'est quoi ? En fait, la dépendance, c'est quoi ? C'est une habitude profondément ancrée, en fait. Et le cerveau n'est plus capable d'enlever cette habitude de lui-même. Et c'est ce que je disais. Notre cerveau est abîmé, donc il peut plus réguler cette habitude-là. Pas juste se dire je bois 2 verres et c'est bon. C'est vraiment des fois ne pas boire. Ouais, voilà. Mais je comprends tout à fait. Pour pas que l'habitude elle se crée. Parce que c'est purement ce qui se passe dans le cerveau en fait. Et en plus, je me rends compte qu'en fait, justement, il y a ce truc où en fait, si t'es vu par ton entourage comme quelqu'un qui boit, si t'arrives à une soirée et tout d'un coup ils vont pas comprendre pourquoi tu dis aujourd'hui j'ai pas envie de boire. Enfin ça n'arrive pas. Soit t'es quelqu'un qui boit, soit t'es quelqu'un qui ne boit pas. Il y a pas de entre deux pas de nuance. Pas de nuance, c'est très très rare. Et toi du coup, est-ce que t'as un peu des trucs en soirée, parce que comme toi votre processus il est un peu différent. Je peux pas donner de conseils, moi j'y allais pas en fait, j'y allais plus. Ouais. J'allais plus en soirée, je sortais pas parce que j'avais trop peur d'être tentée. Mais au début c'est nécessaire. Je pouvais pas en fait. Je devais complètement couper les ponts avec ça et du coup je disais non en soirée, je disais non au verre. Mais c'est pas vraiment très sain non plus parce que du coup, t'es obligé de te couper quoi. Mais je pense que c'est nécessaire au début pour le sevrage justement. Ouais, pour que l'alcool il sorte complètement de notre corps. Moi, de toute façon, sinon j'aurais pas pu. Et qu'on commence à se déshabituer, à se déconditionner le cerveau en fait. Ouais, c'est complètement. Parce qu'en fait, c'est quoi les soirées ? C'est une situation à risque en fait. C'est-à-dire que notre cerveau il a été habitué à boire dans cette situation. C'est un déclencheur. Hein. T'as des amis, et pourquoi tu bois plus ? Alors que moi j'avais pas forcément envie d'en parler, et même les gens que je connaissais pas, qui me connaissaient de Marianne Lafettard, de soirée, etc. Et pourquoi ? Mais vas-y, ça va, allez, c'est toujours. Et t'es toujours obligé de te défendre, et c'est épuisant quoi, tu peux pas juste dire non, j'ai pas envie en fait. Donc t'es toujours obligé de te justifier. Et ça c'est le pire. C'était en clair et tout. T'es toujours obligé de te c'est vrai, c'est le pire quoi, c'est un truc de dingue et moi ça m'a épuisé donc j'ai coupé, j'ai dit j'arrête pendant un temps parce que je peux pas et le temps que oui mes potes comprennent que oui je suis malade et que oui je peux plus boire et que il y a un temps il faut être patient parce que ils comprennent pas tout de suite en fait, il faut vraiment expliquer les choses. Il faut y revenir à plusieurs fois, avoir des conversations plusieurs fois. Moi en tout cas j'en ai eu plusieurs fois avec ma famille pour bien expliquer parce que les gens ne connaissent pas du tout quoi. Et moi il y a un truc, juste je sais pas si vous allez capter ce que je dis, mais du coup moi aussi il y a des soirées où je décide de pas boire et dans ces soirées j'ai identifié je vais dire à partir d'une certaine heure où les personnes qui sont autour de moi sont, je vais dire le mot, trop sous pour moi en fait. C'est-à-dire que pour moi, même si je n'ai pas envie de boire, si ils sont dans leur premier verre, moi j'arrive complètement à suivre que ce soit leur délire, leur conversation, etc. Et puis il y a une heure, ça dépend des soirées, mais normalement 3h du matin, etc. Il faut partir quand tu bois pas en fait. Parce qu'il y a un moment, il y a... Non mais complet, moi il y a une déconnexion j'arrive totale. Plus, ça m'énerve même. Parce qu'on m'atteint, bizarrement, quand les gens ils sont bourrés, ils rentrent dans ton cercle, quoi, dans ton petit espace et ils pénètrent dans ton espace, oui. Mais c'est intéressant. C'est vrai que moi je me rends compte que, en fait, surtout moi ça me fait un effet miroir. C'est-à-dire que je me rends, pas un effet miroir, mais ça me renvoie ce à quoi je ressemblais quand j'étais trop bourrée. Et je me rends compte à quel point c'était pas beau à voir quoi. Moi je me dis mais waouh, moi je me pensais trop classe avec mon verre de vin rouge là, avec mon rouge à lèvres rouge et ma clope là, et en fait j'avais l'air juste complètement éclatée genre. Sans et je m'en rendais pas compte, moi je me disais ouais c'est bon et tout, je suis classe quoi. Pas du tout. Genre on est dans un autre monde quand on voit. En fait cette heure-ci elle t'aide à te rendre compte que les gens ils sont, quand t'es bourré c'est pas bon en fait, parce que t'es complètement t'es déconnecté, t'es plus toi. Par contre c'est vrai, mais alors moi je fais pas comme vous, c'est-à-dire que le moment où les gens vrillent, ça dépend, après il y a des fois où c'est trop lourd, mais il y a aussi des fois où j'arrive à être complètement dans leur délire et mais alors ça nécessite que je sois fatiguée parce que je suis un peu quand je suis fatiguée je suis un peu euphorique. Il y a un peu cette euphorie complètement. Et dans ces cas-là je pars complètement en couille avec eux et ça va, je me sens pas du tout en décalage et tout, mais c'est rare quand même, mais ça arrive. Il faut que ce soit dans le bon timing, que tu sois fatiguée. Mais oui c'est vrai que quand on est fatigué il y a une certaine euphorie qui fait qu'on rigole même
Et alors, il m'arrive autre chose aussi, c'est un truc qui est très méconnu, c'est quand on a arrêté l'alcool, peut-être qu'un jour t'en vivras, c'est les cuites sèches. C'est le fait de ne pas boire, mais d'être complètement bourré. En fait, c'est dû au fait que le cerveau, donc c'est un truc c'est le médecin qui m'en a parlé pour la première fois. En fait, le cerveau, il a tellement été habitué à boire dans une situation, à être bourré, qu'en fait, même sans boire, il reproduit les effets de l'alcool. Bon, faut vraiment avoir bu beaucoup pour que ça arrive, mais ça m'arrive de temps en temps et j'ai la gueule de bois de lendemain aussi, qui va avec. Moi, ça m'arrive d'avoir des gueules de bois. Ça t'arrive ? Bah, c'est des cuites sèches. Mais j'ai pas l'impression d'avoir l'effet d'être sous, quoi. Ouais, bah alors peut-être que. Alors, moi aussi au début ça m'arrivait. Enfin, j'ai des deux en fait. Des fois j'ai que la gueule de bois et des fois j'ai les deux en fait. J'ai l'euphorie, enfin l'euphorie, l'ivresse. Oui, et j'ai la gueule de bois. Ah oui. Mais ça s'explique en fait par le fait que le cerveau il a été habitué et qu'il reproduit en fait. C'est fou. C'est un truc de dingue. Je savais pas du tout. C'est un truc de dingue, sans alcool. Oui, parce qu'en fait notre cerveau il s'habitue à ce qu'on lui fait et en fait il identifie la situation et il se dit ah, je sais quoi Exactement. faire. Exactement. Tu vois même plus. Et alors dans ces cas-là j'arrive à les suivre du coup. Ouais, non, moi c'est plus. Avec mes amis ça me dérange pas, enfin ma famille proche ça me dérange pas, mais c'est vrai que les gens que je connais pas ou quand je suis en soirée ou en boîte ou. Ah oui. Là c'est autre chose, en fait j'ai du mal parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop qu'on me touche ou. Voilà. Et le fait de pas boire et que les gens ils arrivent, ils te touchent, machin, ils s'approchent de toi, ils te crachent dessus, moi ça m'insupporte en fait, j'arrive plus. Mes potes ça va. Parce que je les aime, donc, et ma famille aussi. Oui. Donc ça va, j'accepte plus ça, le fait qu'ils rentrent dans mon cercle. Mais en fait, moi je parle de aussi. Enfin, quand je dis que j'aime ça, c'est que je rentre dans leur délire, c'est que avec ma famille. Ouais, c'est ça. Que je fais ça. Parce que quand tu vas en boîte, non, c'est pas possible. Même il y a des gens qui deviennent agressifs, c'est pas possible non plus, quoi. L'agressivité. J'ai été dans ce cas-là, donc voilà, je peux pas les juger. Mais par contre, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Moi je me rends compte. Enfin, j'étais sur disquette, quoi. Je répétais 10 000 fois les mêmes choses aux gens. Et tant que les gens, j'avais pas perçu qu'ils avaient bien compris ce que je voulais dire, je répétais encore, quoi. Mais horrible. Oh, mais horrible. On en revient et en fait, il y a une déconnexion avec. T'as l'impression que t'es hyper connecté à toi-même et en fait. Et aux autres, alors que tout le monde est dans son monde, en fait. Et en fait, on n'est pas en pleine conscience dans ces cas-là. On est complètement coupé des autres. Quand j'ai arrêté, le plus dur. Le plus dur pour moi, en fait. Ça a été les conversations bourrées. Ça me manquait. Parce que les conversations bourrées, j'adorais philosopher sur des trucs. Je pensais que je pouvais faire ça qu'avec l'alcool, ce qui est fou. Je peux très bien philosopher sans, en fait. C'est juste que toi, t'avais toujours fait qu'avec. C'est ça. Et j'avais besoin de ces conversations-là. Et j'étais triste de plus les avoir. Je les avais pas avec mon copain, du coup. Donc j'étais triste et ça a été le plus dur, ouais. Et aujourd'hui, tu les as retrouvés ? Je les ai retrouvés, ouais. Toujours pas avec mon copain. C'est pas son truc. Mais... je les ai retrouvés, là je trouve que voilà, on parle de choses intéressantes et c'est important. Mais c'est vrai qu'au début, ça me manquait, quoi. Conversations qui partent en couille, je trouvais ça drôle, j'adorais ça, quoi. Ça me manque encore un peu, hein, je vais pas le cacher. Mais je pense que c'est normal parce qu'en fait, l'alcool, on parle de tout ce qui est négatif, mais à la base, si on commence tous à boire, c'est parce que on peut pas nier, ça nous apporte quand même une émotion qui est agréable, quoi. L'alcool a toujours une fonction positive à la base. C'est ça. Personne ne boit à la base parce qu'il y a toujours une fonction positive où ça nous sert à nous relaxer, où ça nous sert à nous désinhiber, être moins timide, il y a toujours une fonction positive. Et c'est humain en fait. Oui, exactement, c'est humain, il faut l'accepter. Et je pense que c'est important quand on arrête en fait de se rendre compte quelle fonction l'alcool avait et de pouvoir le remplacer. Si j'ai un bon conseil à donner, c'est d'identifier pourquoi on buvait et pourquoi on boit et comment le remplacer, cette chose-là en fait. Ça c'est intéressant un peu, comme je disais, trouver un nouvel outil pour trouver l'émotion que tu cherchais et que tu avais. Ça prend du temps, il faut le trouver et ça demande d'explorer plein de choses, mais une fois que c'est trouvé... Toi par exemple, c'est quoi c'est écouter des musiques de Miyazaki, je sais pas si vous connaissez. C'est des dessins animés japonais, j'adore les musiques en fond et ça me relaxe instantanément. Mais alors avant de trouver que ça me relaxe, il a fallu... j'ai dû écouter plein d'autres musiques, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé le yoga, la méditation, la respiration. Maintenant je sais que respirer ça me fait du bien. Yoga,
Non. Je suis pas assez assidue pour ça. Me balader dans la nature, ça me fait du bien. Trouver en fait toutes les stratégies qui font que en fait, ça nous éloigne de l'alcool plutôt que de nous en approcher. Et trouver d'autres manières de se sentir épanoui et léger. Moi je pense que la musique ça m'aide, d'en faire du coup. Pas forcément de l'écouter, mais d'en faire, parce que ça m'occupe et que ça me détend, quoi. Puis oui, c'est ça. J'évacue mes émotions sur le coup, et par exemple, si je suis énervée, non, je vais pas me servir un verre, je vais aller faire de la musique. Parce que. La créativité, ça. Être créatif, que ce soit. Des fois, c'est pas musique, mais c'est peinture. J'adore aussi les animaux, donc mon chien. Ah, mais oui, mais ça, avoir un chien. Mais ça, c'est de la drogue. C'est positif. C'est une addiction positive, ça crée des endorphines de caresser. Voilà, mon chien, c'est. Trended. Généralement. C'est pas pour rien que les gens sont en extase sur leurs animaux. C'est ça. Ça nous apporte directement les neurotransmetteurs du plaisir. Donc voilà. Je sais pas après. Non, mais finalement, il y a plein de stratégies. Mais en fait, est-ce que vous pouvez dire qu'on redécouvre la vie ? Il y a ça aussi, parce qu'il faut en parler, le processus est compliqué, oui, mais il y a des bonnes récompenses à Moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Hein. Ouais, voilà. Parce que, en fait, ça m'a tellement apporté. Je me suis surtout découverte moi en fait. Moi avant l'alcool, avant mes 15 ans, j'aimais dessiner, j'aimais la nature, j'aimais énormément la nature, et tout ça je l'avais perdu en buvant en fait. Et j'ai redécouvert ça chez moi, et j'ai aussi appris à me connaître. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux de la sobriété, c'est que en fait je me suis trouvée moi, et sans artifice, sans rien. Et ça c'est incroyable en fait, c'est que je n'ai plus besoin d'aucune béquille. Je suis capable de tout faire toute seule en fait maintenant. Enfin, ça a été beaucoup de boulot, mais j'ai dû prendre confiance en moi. Mais je veux dire, j'ai plus besoin d'une substance pour me relaxer, faire l'amour, avoir un rencard. Je dépends que de moi maintenant. Voilà. Juste ça, c'est incroyable. C'est ce que tu dis, quand tu étais enfant, tu avais toutes ces caractéristiques, et puis finalement, quand on grandit, souvent on commence à avoir une caractéristique qui est je suis fêtarde en fait, et ça devient le seul truc qu'on fait de notre... La seule identité, la seule chose qu'on fait avec notre temps libre. Puis il y a la cuite du lendemain, donc ça on l'occupe pas non plus, on est malade, donc la diversité des activités c'est incroyable parce que j'ai 26 ans et je découvre des activités que je ne connaissais pas, quoi. Genre le bowling, faire un laser game. En fait, tout ça avant ça ne m'intéressait pas. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de boire avec mes potes, en appart ou dans des bars. Et bon, c'est une caractéristique de la dépendance, c'est toutes les autres choses nous paraissent fades à côté de l'alcool. En fait, je découvre tellement de lieux, d'endroits. Là, tout à l'heure, je suis allée boire un café avec des copines, mais ça, avant jamais je l'aurais fait, quoi. Et j'étais là, en fait, pour elles, en conscience, en fait. Avant, j'étais pas avec elles. En fait, avant, quand je les rejoignais, je rejoignais surtout mes verres d'alcool, en fait. Donc... Je sortais pour boire. Je sortais pas forcément pour voir mes amis, pas à tous les coups, parce que le vendredi soir quand j'étais fatiguée, crevée, ou le dimanche soir quand j'étais défoncée de mon week-end, la seule chose dont mon corps avait besoin c'était de dormir. Du coup je sortais quand même, mais je sortais pas pour mes amis, quoi. Sinon c'était juste pour ça, j'aurais dit bah non, pas ce soir, je suis trop fatiguée. C'est ça. Je sortais vraiment pour boire, quoi. Et non mais ça il faut le réaliser aussi, ça me rappelle, je sais pas si vous avez déjà entendu... Toi, je sais quoi du coup, mais la musique d'Orelsan, je crois que c'est l'odeur de l'essence, il dit personne n'assume d'être alcoolique, c'est chiant d'en dire du mal. Et parce qu'il y a ce truc, on n'assume pas en vrai qu'on a envie des fois d'aller en soirée, mais c'est pas pour voir nos amis, c'est pour boire. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu un moment dans ma vie où, pareil, j'étais en détresse émotionnelle, et l'alcool, c'était un bon moyen pour moi de m'évader. Et en fait, ce que je faisais, je me créais un peu un stratagème dans ma tête pour nier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je savais que j'avais envie de m'évader, je savais que j'avais envie de boire, et je me disais non, je vais pas boire seule parce que ça, c'est être alcoolique. Mais par contre, si je trouve des amis avec qui sortir, bah là, c'est bon parce que je fais juste la fête. Mais en fait, on nie fois 10 000 en fait. C'est un gros prétexte en fait. On cherche des prétextes en fait pour boire au lieu de juste aller voir ses amis, aller voir ses... Mais moi je suis déjà allée sur Tinder pour trouver quelqu'un pour aller boire un verre. Parce que j'étais toute seule ce soir-là, je me faisais chier et j'avais envie de boire en fait. J'ai fait quoi ? Il y avait personne qui était dispo, je suis allée sur Tinder, je suis allée boire un verre avec un mec. Ça m'a permis de boire. En fait c'est ça, on cherche. Parce que je refusais de boire seule.
Ah, donc t'avais quand même un truc. Il y a eu toute une période de ma vie où boire seule c'était pas possible, donc je m'arrangeais. Donc pareil, tu avais un. Ah, mais j'avais mes petites techniques pour. Pareil, pour avoir l'impression qu'en fait. Mais pareil aussi, j'organisais mes beuveries. Parce que si j'avais stage, un truc important pour moi dans la semaine, bah évidemment j'allais pas boire la veille. Par contre, j'allais me mettre encore plus de murge le week-end. Mais du coup, j'organisais, je déplaçais en fait. Mais du coup, j'y allais 3 fois plus fort. Ce que je faisais généralement, c'est que, comme je sais que j'avais une grosse bande de potes, un jour j'allais voir 2 potes et on buvait ensemble, et le lendemain j'allais voir ces 2. Et en fait, ça me permettait de boire tous les jours sans que eux s'en rendent compte. Oui. En fait, je faisais ça. Mais j'avais pas de stratagème. Après, je pouvais aussi boire seule. Parce que quand je rentrais chez moi le week-end, que j'étais pas dans mon appartement, là je buvais seule. Parce que du coup, personne boit. Et puis tes amis. Et puis mes amis. Donc. Oui, après, moi, ça m'est déjà arrivé vraiment quand j'avais personne de boire. Bon, c'était plutôt dans ma vie quand même. Sur la fin, j'arrivais plus à déplacer mes beuveries. Moi, par contre, je faisais pas ça. Je buvais même veille de partiel ou de trucs importants. Il y avait plus rien qui comptait, quoi. Ouais, moi, ça dépendait Tu vois, veille de partiel, je pouvais boire. Ça dépend des occasions. Non, ça dépendait de ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, quoi. Enfin, s'il y a vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, j'arrivais à le maîtriser, quoi. Moi, même plus, tu vois. Pourtant, j'avais un stage que j'adorais, dans un studio que j'adorais, avec des personnes incroyables, et je buvais quand même, et je me mettais la mine, et ça m'arrivait de vomir au studio. Est-ce que tu buvais dès le matin, toi ? Dès le matin, ça m'arrivait, de boire dès le matin. Après, c'était pas... Non, c'était pas tous les jours, mais ça m'arrivait, de boire dès le matin. Mais donc, du coup, en fait, tu te maîtrisais quand même au niveau de... Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau de... la journée, il faut rester Bah oui, tu vois ce que je veux dire ? Et comme je buvais tous les soirs, généralement, le matin, j'allais pas très bien. Mais ça, c'est important de le dire, c'est que souvent, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on croit que la personne qui est dépendante, elle boit à longueur de temps, de jours. Alors que pas... Et en fait, c'est pas forcément le cas, quoi. On peut être dépendant à une seule situation. Non, oui, complètement. C'est pour ça que justement, tu veux pas utiliser le mot alcoolique, parce que t'as l'impression que après, on peut l'utiliser. Oui, mais c'est vrai que je comprends en fait, c'est chargé de préjugés. Et il y a autre chose qui est intéressant à dire là, c'est que toi, en fait, t'as réduit. Ouais. En fait. Et en fait, je pense que... Alors moi, j'ai testé de réduire, mais en fait, je pense que voilà, pour les gens qui nous écoutent, avant d'arrêter totalement, c'est intéressant d'essayer de réduire quand même. Enfin, de toute façon, on le fait assez naturellement. On essaye, mais voilà, d'essayer de réduire avant de... Oui, non, mais... En fait, l'abstinence, c'est souvent la conclusion qu'on peut pas se modérer, quoi. On peut pas du tout réduire, en fait. Ah non, moi, c'était tout ou rien. Ouais. C'est si je buvais un verre, j'en buvais mais minimum 10, quoi. C'est sans s'arrêter. S'il y avait de l'alcool sur la table, j'allais boire. Moi, la modération, du coup, j'ai donné un peu ma perspective puisque c'est ça que je vis. En fait, à chaque fois, ça passait par... Donc, il y a eu l'adolescence où je buvais énormément. Et après, il y avait, on va dire, des coups durs dans ma vie, comme des ruptures, etc. Et en fait, quand je buvais, je n'aimais plus boire parce que ça me faisait énormément pleurer, en fait. Je ne profitais plus du tout de mes soirées, je n'étais pas fun, je ne riais pas, je pleurais. Et en fait, à chaque fois, après des gros moments un peu de situations un peu compliquées, je passais par des moments de sobriété. Donc, je crois que le premier, il a duré 6 mois, et le deuxième, 1 an. Mais bon, pour moi, en fait, j'ai toujours... senti en fait quand j'avais besoin de arrêter pour une certaine introspection. En fait, toutes les phases, moi je le vois comme ça, toutes les phases où j'ai beaucoup grandi dans ma vie, c'est des phases où j'étais sobre. Voilà, et où j'avais vraiment du temps pour penser, du temps pour pleurer, du temps pour rire. En fait, il y a de ça, les émotions ne sont pas toutes positives, on n'est pas obligé de les masquer. Et c'est ok parfois d'être triste et de le sentir et c'est sûr, on a envie de se soulager parce que c'est humain, mais en fait, il faut juste... Mais en fait, les dépendants à l'alcool, c'est exactement ça, en fait. C'est l'évitement des émotions négatives. Exactement. On s'autorise pas à être pas bien, ou à ressentir quelque chose... Mais on a l'impression que c'est trop fort. C'est ça, mais en fait, on appelle ça... Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est la maladie des émotions. On dit que tu n'arrives pas à les nommer, déjà. Et en fait, voilà, c'est la fuite, en fait. Fuite des émotions négatives, ne pas les accepter. Et ça, c'est pareil, quand on arrête l'alcool, c'est tout un processus, quoi. Faut le bosser, quoi. Il faut apprendre à ne pas être bien et à être ok avec ça. Et toi, tu dis que donc, tu as énormément évolué dans tes périodes sobres, et je veux absolument bien te croire, parce que moi, en 1 an et demi, j'ai plus évolué qu'en 10 ans. Moi
moi aussi, pareil. Tu peux rejoindre aussi. Complet. J'ai changé du tout au tout et j'arrive à prendre soin des autres et à prendre soin de moi. Ouais, mais alors c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant. Je prenais pas soin de moi et je prenais pas soin des autres du tout, quoi. Je me rendais pas compte de quand ils allaient mal, je savais pas quoi leur dire. Oui, ou alors je leur disais viens on va boire un verre, mais c'était parce que c'est ma solution à moi et donc je leur donnais ça comme solution. Et aujourd'hui j'arrive à aider beaucoup de gens, pas par rapport à l'alcool mais pour d'autres problèmes, mais parce que j'arrive à moi accepter aussi que mes émotions, donc j'arrive à comprendre et à aider les autres pour qu'ils les comprennent et qu'ils aillent mieux, quoi. Ça aussi, moi c'est un très beau cadeau de la sobriété aussi, c'est que depuis petite je voulais aider les autres et que en fait j'en étais incapable, quoi. J'arrivais même pas à m'aider moi-même, donc j'arrivais pas à aider les autres, à les accompagner, et maintenant j'en suis totalement capable, et ça c'est incroyable. Ouais, donc en fait il y a aussi, on a plus d'estime de soi, et ça je sais pas comment donc, votre relation avec vous-même a évolué justement dans... J'ai pris confiance en moi cette année. Ok. Voilà, c'est avant j'avais pas confiance en moi du tout. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu confiance en moi il y a 2 mois. Alors évidemment, c'est un sentiment qui part et qui revient, mais c'est incroyable. Moi, je pense que j'avais confiance en moi, mais parce que j'ai fait des trucs quand j'étais jeune qui m'ont donné confiance en moi. Finalement, oui, ça a changé beaucoup de choses. Comme j'ai dit, j'arrive à prendre soin des autres et ça, c'est incroyable. Alors oui, donc ton estime de toi, est-ce que tu sens que ton estime de toi je me sens fière d'être qui je suis aujourd'hui, et ça c'est important, alors qu'avant je le ressentais pas du tout. C'est pas la confiance qui me manquait, mais ouais, c'est d'être fière d'être en vie, fière d'être qui je suis, fière d'arriver à avancer et de faire quelque chose de tout ça, parce que c'est difficile, hein. La résilience. Exactement. Fière d'aller vers ce qui est important pour nous, quoi. C'est ça. Plutôt que d'aller vers ce qui nous éloigne de la vision qu'on a idéale de nous. En fait, moi je m'en suis tellement approchée de cette vision idéale-là que je peux plus faire marche arrière, en fait. C'est ça. Oui, tu peux plus prendre le chemin le plus facile. Tu peux plus te laisser aller et prendre le chemin le plus facile. Parce trop de travail a été fait là. Et en plus, on se voit forte, non, j'imagine. Je suis fière parce que je sais qu'il y a 2 ans de ça, ça serait jamais arrivé, quoi. Je me serais jamais vue ne plus boire un seul verre. Et même ça dans la maladie. Et même qu'on m'a dit, si tu continues, tu vas crever. J'en avais rien à faire, quoi. Et donc là, je suis fière de me dire, t'as réussi. T'as réussi à trouver un sens, autre chose. Et en fait, finalement, d'arrêter de l'alcool, ça m'a fait trouver un sens à ma vie, à me battre pour ce que j'aimais, alors qu'avant j'arrivais pas à me battre parce que j'étais sous, quoi. Non, et oui, on n'a pas l'énergie en fait. Non, t'as pas l'énergie. On est constamment en gueule de bois. Et on n'a même pas le temps parce qu'on occupe notre temps avec autre chose. En fait, penser à s'acheter une bouteille, c'est même pire que ça. Ah oui, à y penser. T'es pas en cours, t'es en train de penser à ce soir, à sortir des cours et à aller au Super 8 acheter une bouteille. À avoir peur de manquer aussi. Moi j'achetais toujours trop d'alcool, quoi. Évidemment qu'on buvait trop puisqu'on avait toujours trop d'alcool. Cette peur de manquer, elle prend énormément d'énergie aussi, quoi. D'énergie, de temps. Et là, le temps retrouvé, incroyable, quoi. Moi j'aurais jamais pu faire une chaîne YouTube avant, quoi. Enfin, pas le temps, quoi. C'est sûr. Pas le temps d'écrire, de tourner, de monter. Et en fait, on est mono-activité, quoi. Une seule activité. C'est un truc. C'est ce que je disais, et c'est pétard en fait. C'est tout ce que ça, c'est le meilleur moyen de mal vieillir, quoi. Hein, quand on est bloqué dans des certitudes et dans une seule voie, notre cerveau il se détériore. Hein. Faut diversifier pour que notre cerveau aille bien. Et en fait, il y a un truc dont j'aimerais parler aussi, c'est que l'après-alcool, souvent, alors on voit un peu sur les comptes Instagram. Une fois qu'on a arrêté de boire, c'est bon, tout va bien. C'est pas forcément vrai. Une fois qu'on a arrêté de boire, il y a tout un travail à faire. Il faut continuer à bosser sur soi parce qu'il y a tous les traumatismes, la honte qui ressort, tous ces moments passés un peu dégueux. Et il faut continuer à travailler sur soi, quoi. On n'est pas sorti d'affaire du tout. T'es confronté à la vie, à ce que t'as vécu et ce que tu vis. D'un coup. Et tu peux pas... T'as plus de moyens de t'échapper comme ça, donc c'est difficile. Mais c'est aujourd'hui ce qui fait ma force, et je sais que je suis forte, quoi. Et ça, c'est... En fait, on construit notre force interne, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus besoin de béquilles, quoi. On est indépendant, en fait. J'avais une question, parce qu'en fait, souvent, il y a ce truc de soit on utilise l'alcool pour ne pas sentir. Dans le cas des créatifs, toi t'es dans un milieu hyper artistique, il y a un truc bizarrement où en fait t'es très sensible et tu utilises quand même l'alcool pour soit sentir encore plus certaines choses, en diminuer d'autres, genre il y a un truc très sélectif. Et je voulais savoir si toi dans ton processus créatif, je pose à toi mais en fait tu peux répondre aussi, si dans les processus créatifs il y a des différences.
Je suis hyper intéressée de savoir ça. Moi, dans mon processus créatif, avant, je me prenais une vodka et je buvais et je me laissais aller. Aujourd'hui, je suis plus dans la réflexion. Après, je pense que je vais vous parler de composition, mais je pense que mes compositions, elles sont meilleures du coup parce que je me rends compte, alors qu'avant, c'était vraiment, je me disais, ok, ça partait en couille, quoi. Ouais, un peu le génie, c'est ça, peut-être les artistes cherchent, c'est le génie. Ouais, après, je le faisais pas exprès, c'était pas je buvais pas pour rechercher autre chose. Ouais. Je buvais parce que j'en avais besoin, j'avais l'impression que j'en avais besoin. Et mais oui, après, tu reviens dessus le lendemain matin, tu te dis, waouh. Mais alors... Ok, c'était ça. J'avais pas du tout l'impression que c'était ça dans ma tête. Le fait que l'alcool soit associé à la créativité, c'est un peu une idée reçue en fait. Moi je le vois parce que je parle avec beaucoup de monde du coup qui est dépendant de l'alcool, et je parle avec beaucoup de musiciens, d'artistes peintres qui m'envoient des messages, et en fait à la longue, très peu d'alcool, ça peut stimuler la créativité. Beaucoup d'alcool, c'est une idée qu'on se fait. Ça l'inhibe en fait. En tout cas, c'est ce que me disent les gens qui boivent depuis 20 ans. Je pense qu'en fait, on a l'impression que c'est surtout dans le créatif, parce que les gens créatifs sont très sensibles. Donc, à la base, quand t'es très sensible, t'as envie de t'échapper. Et donc, du coup, tu vas boire, parce que comme on disait au début, c'est la facilité, c'est tout. Et je pense qu'il fait que c'est pour ça qu'on a l'impression que dans le monde créatif, il y a beaucoup de gens qui boivent, ou qui se droguent, ou qui... Et on l'associe à l'alcool, du coup. Alors c'est juste que c'est... Non, c'est juste qu'on est sensible, et du coup, on a besoin d'autres choses, on a besoin d'évacuer tout ça, ou de plus y penser. Et comme on disait au début, c'est le truc qu'on voit tous les jours, c'est l'alcool. Donc, on va forcément se tourner vers ça, parce que c'est la facilité. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est ça, mais pour ma part ça n'a rien changé à la créativité. J'ai l'impression même d'être beaucoup plus créative depuis que je bois pas, parce que j'ai le temps, j'ai le temps et que je pense à ça, je pense pas à boire quoi, au final. Moi aussi du coup ma chaîne YouTube pour moi c'est de la créativité, je mets en œuvre toute ma créativité quand j'écris des vidéos, quand je les monte, je les tourne, je les monte, et c'est pareil en fait, j'ai gagné énormément en temps, donc en fait j'ai juste le temps de mettre en œuvre mes idées déjà, c'est énorme. Parce qu'avant je pouvais avoir autant d'idées que je voulais, les mettre en œuvre c'était autre chose quoi. Les mettre en action ça prenait du temps, ça traînait sur la longueur quoi. Alors que maintenant je veux faire un truc, je le fais, et je fais plus de liens dans ma tête en fait quand j'ai envie de créer quelque chose, et même je dessine beaucoup plus qu'avant quoi. Mais ça on a le temps en fait, donc, on prend le temps de faire. Donc cette idée que en fait pour être créatif et pour avoir ces éclairs de génie il faut avoir des substances. Enfin, vous pouvez témoigner toutes les deux du coup que c'est faux. Pour moi c'est complètement faux. Bien au contraire d'ailleurs. Bien au contraire. Et c'est ce que moi c'est ce que j'entends quand je parle avec des gens qui sont artistes peintres et musiciens, que leur créativité revient quand ils arrêtent l'alcool. Donc c'est quand même énorme quoi. Ouais, c'est énorme. Moi avec l'alcool j'avais tout perdu, j'avais l'impression d'avoir... je me suis rendu compte après que j'avais tout perdu. C'est-à-dire que j'avais perdu l'envie de vivre aussi. Malheureusement, c'est ça. T'arrives pas à la retrouver, t'as perdu... j'ai perdu beaucoup de potes, j'ai perdu ma créativité, et ça c'est vrai parce que je crée beaucoup moins finalement. J'avais l'impression de créer, mais c'était que des petits temps... c'était très court en fait. Et c'est très dissocié en fait, il n'y a pas du tout. Et puis tu changes vite d'avis, c'est bizarre en fait. Oui, il n'y a pas de continuité. Non, je terminais jamais rien aussi, il y avait ça. Je commençais mais je terminais jamais rien. Et ça c'était dur pour moi parce que tu dis putain je termine jamais rien quoi, c'est comme si jamais au bout des choses, et du coup tu t'enfermes dans une sorte de cercle aussi, donc c'est comme si l'image que t'avais de toi par exemple, je suis une personne créative, quand tu regardais la réalité t'es là mais pas du tout, mais moi je me sentais pas légitime d'être une artiste, ou quand on me disait t'es musicienne, je disais non. Donc est-ce que tu penses que le fait que t'aies arrêté de boire, parce que maintenant tu fais des concerts avec ton groupe, est-ce que tu penses que t'aurais réussi à le faire si t'étais restée dans l'alcool? Je pense pas, mais déjà niveau santé je pense pas que j'en serais là c'est vrai. À la base, ou alors je l'aurais fait mais avec quelle allure quoi. C'est ça en fait plutôt. C'est ça, c'est l'allure. Je l'aurais fait mais avec quelle allure. Je sais que pertinemment que j'aurais vu des vidéos de moi, je me serais dit ça me plaît pas. Ah mais quelle allure je donne de moi, mais qu'est-ce que je montre de moi en fait, est-ce que c'est vraiment moi? Non, c'est sûr que non, tu vois. Et puis il y a l'estime de soi, on doute beaucoup en fait, donc du coup ce qu'on voit ça nous plaît pas forcément aussi. Je pense qu'on est plus sûr de nous, moi en tout cas je suis plus sûre de moi, je sais plus qui je suis et ce que je veux. Voilà, moi je sais maintenant qui je suis réellement. Les gens autour de moi ils pouvaient me dire t'es une artiste, comme je te disais j'allais dire non.
pour moi, je me sentais pas comme... En fait, je me sentais pas. Que ce soit, je sentais pas la vie, je sentais pas les émotions, j'avais l'impression que rien, il y avait rien en fait. J'étais rien, j'étais un... Ça, c'est important de le dire aussi, c'est que oui, on est un peu anesthésié sous l'alcool en fait. Mais que ce soit la douleur physique ou émotionnelle, je pouvais me faire mal, littéralement, que je ne sentais rien. Moi, je tombais tout le temps. En fait, j'avais une démarche complètement aussi éparpillée. Et ça, c'est dû au cervelet. C'est le cervelet qui gère la coordination des mouvements. Et c'est un des premiers endroits du cerveau qui est touché par l'alcool. Et je me mouvais dans l'espace de manière totalement... incompréhensible, on va dire. Je me cognais de partout. Et tu n'avais pas mal? Non, si, j'avais mal, mais enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Je m'en foutais, en fait. Genre, déjà, en fait, juste de retrouver cette perception de mon corps... maintenant je suis hyper attentive au moindre changement dans mon corps, alors qu'avant en fait c'était tellement noyé sous l'alcool que malade ou pas je pouvais pas vraiment le sentir quoi. J'étais tout en gueule de bois de base, toujours la même sensation finalement. Là je découvre qu'il y a différentes formes de fatigue. C'est assez dingue de découvrir en fait toutes les nuances, il y a des nuances. Ouais, c'est ça, il y a des nuances. Mais avec l'alcool, moi, je ressentais rien. Il n'y a pas de nuance quand t'es... Mais c'est aussi ça que je cherchais, je pense, d'un côté. Parce que du coup, je ressentais trop et je voulais apaiser ça. Mais j'ai trop apaisé ça et... Anesthésier, ça, finalement. Anesthésier, ouais, c'est même pas apaisé, ça. C'est vraiment le mot anesthésier, je trouve qu'il correspond vachement bien, Bah d'ailleurs, à l'époque, les médecins utilisaient l'alcool comme anesthésiant. Donc ça dit tout. Non, mais clairement... Et aujourd'hui, je me sens vivre et ça fait du bien, en fait, tout simplement. Ouais, de vivre. Et de se battre pour ta vie, pour ce que t'as envie de faire, ou de montrer, ou de donner. Qui t'as envie d'être. Ouais, c'est ça. Et ça, d'arrêter de boire, ça m'a donné la force de tout ça. Et... d'accomplir ses rêves, des vieux rêves de gamine qui sont ressortis, en fait. Et ça, c'est dingue, je les ai vus enfouis, oubliés. C'est ça, mais on se bat plus, en fait. Ouais. On se bat plus, que ce soit pour rien. Moi, je me battais pas pour être en bonne santé, hein. Je me laissais vivre. C'est une vieille routine, on est vieux avant l'âge en fait, mais clairement. Ça, hein. La jeunesse. Alors qu'on se sent si jeune parce qu'on fait la veine. La jeunesse, c'est censé être la découverte de la vie, on est censé faire plein de choses différentes et diversifiées, et on fait quoi? On se retrouve à toujours faire la même chose, à boire dans des apparts, dans des bars. Non, c'est pas ça en fait la jeunesse. Et être malade en vrai, et on fait rien. Et on perd en lucidité, en mémorisation aussi. On veut faire des études pour accomplir nos rêves, nos projets, mais comment faire pour que nos connaissances rentrent dans notre cerveau quand on se murge tout le temps en fait. Ça, notre cerveau il imprime pas, on dort pas assez, on récupère pas, donc on peut pas mémoriser correctement. Donc voilà, moi je le dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez des rêves et des projets, des études, l'alcool ça ne fait que vous desservir plutôt que vous servir vos ambitions en fait, parce que vous mémorisez rien, vous n'êtes pas lucide sur ce que vous faites, vous n'êtes pas efficace en fait. Mais même moi en cours, je pensais qu'à boire, et ça c'est le problème. C'est que même si je n'étais pas alcoolisée, mon cerveau était complètement ailleurs en fait. Et donc forcément. Penser à la soirée qui arrive, quel alcool je vais acheter, et puis on en parle aussi du coût financier quoi. Je mangeais plus du coup, il me restait 20 €, je m'achetais les 2 bouteilles à Lidl, le moins cher, de vodka, qui est encore plus, c'est du détergent quoi. Moi quand j'avais vraiment pas de sous, je prenais les flashes, les flashes de vodka là, je prenais ça. Mais moi qu'est-ce que j'ai pu dépenser dans l'alcool? Et alors je fumais aussi à l'époque, donc en fait c'était alcool plus clope, ça s'entraîne en fait. Et en fait je dépensais des sommes par semaine. Mais moi je vois mon copain qui n'a pas bu comme moi dans sa vie, il a tellement économisé, il est riche par rapport à moi. Et moi je suis là, mais waouh, en fait, voilà, quand j'ai arrêté, je me suis dit, waouh, j'ai 25 ans, et en fait j'ai créé quoi? Ok, je me suis bien amusée, j'ai profité avec mes potes et tout, mais en fait, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie? Rien du tout, c'est hyper triste en fait. Genre, j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas de projet, j'ai pas de boulot qui me plaît. En fait, du vent, genre, il s'est passé quoi en 10 ans? Genre, ça a toujours été la même chose et il y a rien de concret qui en est sorti quoi. C'est beau que justement t'aies eu un changement et que aujourd'hui tu t'en rendes compte. Oui, et ça aurait pu être bien plus tard. Ça aurait pu être bien plus tard, ça aurait pu être jamais. Mais moi, ça m'a fait un choc de me rendre compte que j'avais tout à recommencer à zéro en fait. Mais t'as eu la force de le faire. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est vachement une question de motivation. Tout à l'heure, tu parlais des raisons. Tu trouvais pas de raison au début pour arrêter. Mais en fait, c'est une question de motivation, c'est pas une question de volonté. Parce que des fois, on veut arrêter, mais on peut pas. Mais donc, c'est vraiment une question de motivation. Trouver les motivations un peu partout qui font qu'au final, ça fait un tout et qu'on a ce truc d'arrêter. Assez naturellement quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi je pense qu'il faut faire gaffe quand on est jeune du coup. Parce que vraiment moi aussi j'ai commencé à boire au lycée. Et
Et avec les parents, quand on est parents, même s'il y a des parents qui nous écoutent, faut vraiment faire attention. Parce qu'en vrai, on sait qu'on s'en rend pas compte. Tellement banalisé, même mes parents, ils ont pas pu m'aider. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'eux, ils s'en étaient vraiment pas rendus compte. Et que ça les dépasse tout ça en fait. Alors moi j'ai un truc à dire sur les parents, basé sur mon expérience à moi, c'est que moi mes parents, ils avaient beau être dépendants et tout, ils étaient pas du tout... je m'en foutiste là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. En fait, le problème, c'était surtout que je faisais le mur, etc., que je lâchais complètement l'école et tout. Et en fait, ils ont fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire qu'ils m'ont tout interdit. Ce qui n'a fait que, en fait, entraîner mon petit démon qui voulait, en fait, braver les interdits. Et encore pire, quoi. En fait, je pense que il faut vraiment un juste équilibre entre éducation trop stricte et laxisme, parce que interdire à son enfant, c'est pas la bonne solution non plus, quoi. Moi, j'avais pas eu d'interdiction, mais vraiment parce que mes parents travaillent beaucoup, donc je pense que c'est vraiment le fait qu'ils soient pas là qui l'ait pas vu. Et pour les jeunes, c'est surtout quand on a un problème, c'est en parler avant tout. Que ce soit à des amis ou à ses parents, il faut avoir le courage d'en parler, parce qu'il y a que comme ça qu'on va pas se tourner vers l'alcool en fait. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut juste parler et trouver de l'aide ailleurs que essayer d'être seul et de s'en sortir tout seul, parce que c'est faux, on s'en sort pas tout seul. On va choisir la facilité, et la facilité ça détruit en fait, parce que moi j'ai choisi l'alcool et je me suis renfermée dans ça et j'étais encore plus seule en fait au final. J'étais encore plus seule parce que pour soigner quelque chose, pour soigner quelque chose, alors que ça aurait pu, mon entourage il aurait pu m'aider, juste le fait de parler. Mais en fait oui c'est vrai, moi aussi si j'avais parlé en toute... si j'avais le courage de dire les choses à mes parents, après j'étais un peu dans le déni, quoi, mais peut-être que ça aurait été aussi différent, quoi, de parler de mon mal-être en tout cas, des choses qui n'allaient pas. Peut-être pas parler directement de l'alcool, mais parler de que tu vas pas bien, et ça c'est hyper important. En fait. Après il faut que les parents soient réceptifs aussi. J'ai dit parfois, il y a des parents avec les parents. C'est pour ça que je dis amis ou parents, parce que amis ou parents. En fait il faut trouver la personne en qui tu as confiance, qui te juge pas. C'est super important pour en parler, parce que juste parler même ça fait du bien, même si elle peut pas forcément te comprendre, elle sait ce que tu vis et elle va mieux te comprendre dans tes actions, dans comment tu réagis, et tu vas forcément moins te tourner vers l'alcool parce que y a quelqu'un qui te comprend en fait en face. Le truc c'est que parfois, je voudrais juste rebondir sur le fait que c'est difficile aussi de trouver quelqu'un qui comprend. Faut trouver la personne qui comprend. Des fois dans notre entourage où on a les dépendants à l'alcool, et donc du coup ils comprennent pas du tout qu'on va y arriver, que le problème, ils comprennent pas le problème avec l'alcool. Ou alors il y a les non dépendants, et là encore c'est un peu compliqué, il faut se diriger vers les personnes non dépendantes, mais faut bien leur expliquer aussi ce qu'on vit, parce qu'ils comprennent pas forcément le fait de je vois un verre, je vais boire. Pour eux on peut se maîtriser, puisqu'ils sont pas dépendants. Donc faut bien expliquer. Mais il y en a des personnes comme ça aussi, qui sont très empathiques et bienveillantes. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui sache se mettre à la place des autres en fait. Mais voilà, maintenant avec la chance qu'on a, c'est qu'on a internet, heureusement, et il y a des chaînes comme toi par exemple, tu fais des chaînes YouTube sur ça, et les gens ils peuvent se retourner vers des personnes comme ça pour s'aider, et je trouve ça bien aujourd'hui qu'on a internet, parce que moi je sais qu'à mon époque, moi, je suis jeune mais c'était pas informé, puis pas de page, sur rien d'ailleurs. Oui, sur rien, ça commençait à peine les réseaux sociaux, c'était pas pareil finalement. Pas pareil. Aujourd'hui, je pense que c'est plus facile. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'informer. Et on a de la chance que les gens parlent de tout un tas de sujets. Tout à fait. Ça, c'est important. Et après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a les associations. Grave, c'est important de parler aussi. S'il y a personne dans son entourage. Il y a plein d'associations qui existent pour les jeunes aussi. Après, il y a les alcooliques anonymes, mais c'est peut-être mieux pour les jeunes d'aller vers les narcotiques anonymes. C'est un peu plus jeune, et là c'est toutes les drogues en général. Mais après on peut aussi aller voir un addictologue. En fait c'est ça, mais en tout cas ne pas hésiter à, si on ressent au fond de soi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument en discuter, il faut absolument trouver un moyen. Aller demander de l'aide. Il faut absolument demander de l'aide en fait. Et si tu le fais pas à tes parents t'aident, trouver une association. Il faut. Il y aura toujours quelqu'un pour aider. Exactement. Il faut juste trouver la bonne personne, mais voilà. Et c'est pas grave c'est pas grave en soi parce que moi ça m'arrive aussi d'essayer de parler et qu'au final la personne en face soit pas du tout réceptive, et ça te plonge. Et vraiment t'as l'impression que ton monde s'écroule et t'es là, en fait je peux parler à personne. C'est important de le dire, dans ces cas-là il faut changer de personne. Exactement, il faut pas se dire cette personne c'est le monde. Exactement, c'est très bien dit.
Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec la médecin qui m'a dit c'est une question de volonté, bah j'aurais dû me diriger vers un autre médecin. C'est ça, en fait. Tout simplement, mais je sais que des fois c'est difficile, on a l'impression que notre monde s'écroule. Et que tu dis ok j'ai fait l'effort et en fait ça sert à rien parce que personne n'a demandé un tel effort. Ouais, exactement. Mais voilà, oui, ça c'est important. Mais en fait il faut pas s'arrêter, il faut continuer et il faut trouver quelqu'un d'autre, il faut pas avoir peur de tester plusieurs personnes. Ouais, non, surtout pas s'abandonner. Faut pas s'abandonner. Parce qu'après ça devient plus difficile en fait. Ça fait des personnes comme toi et moi qui ont qui ont des addictions qui ne peuvent plus boire maintenant parce que sinon c'est fini quoi. Si vous identifiez ce type de comportement chez quelqu'un que vous connaissez, peut-être que cette personne elle vous le montre pas, mais parfois ça vaut le coup de juste s'asseoir avec cette personne l'air de rien et de voir ce que cette personne dit, de laisser cette personne s'exprimer, de lui laisser l'espace de dire les choses. Ça c'est hyper important. On peut tendre la main même si la personne se rend pas compte, sans faire du forcing, sans très important de laisser la personne s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on motive une personne en fait, et lui dire tu devrais arrêter de boire, là ce que tu fais c'est n'importe quoi, rends-toi compte, dire en gros c'est l'alcool ou c'est l'alcool et la mort, en fait, c'est pas du tout productif quoi. Mais non, on s'en veut, on culpabilise encore plus après d'être qui on est, et ça c'est pas bon parce que tu dis ah ouais d'accord, en fait je suis vraiment une merde. Ouais c'est ça, donc tout le monde le voit comme ça en fait. Mais ouais non si c'est ça, on se dit qu'on est vraiment une merde en fait. Et donc on boit encore plus. Ouais c'est ça, c'est un cercle vicieux tout simplement. C'est ça. Ouais faut être compréhensif et laisser aussi la personne d'elle-même. On s'isole vachement quand on boit, et le contraire de ça c'est vraiment de se connecter aux autres. Même s'il a pas envie de parler, des fois il faut juste avoir moi je sais que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup ou qui parlait pas beaucoup du moins, et exprimer les émotions c'était très très dur, mais j'avais besoin de présence en fait, et même ça j'arrivais pas à l'avoir. T'arrivais pas à le demander non plus, et à le demander en fait, et j'aurais aimé que quelqu'un vienne, mais pareil c'est difficile quand quelqu'un parle pas en face de se rendre compte qu'il a besoin d'aide, et du coup chez les gens qu'on aime on peut se rendre compte ou pas se rendre compte, mais l'important c'est aussi d'être là dans le sens peu importe si ça va ou ça va pas, envoyer des petits messages par-ci par-là parce que c'est du soutien. Et chez quelqu'un qui est dépendant à l'alcool ou qui va pas bien, un petit message, et même si ça n'a rien à voir, et ben ça fait du bien parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas seul en fait. La personne comme ça elle se sent vraiment soutenue, et elle sait qu'elle peut compter sur quelqu'un. Et c'est à partir de là qu'on peut travailler sur soi quoi. Et qu'elle d'elle-même elle va revenir plus tard en disant salut je vais pas très bien, est-ce qu'on peut parler. Exactement. Et c'est hyper important, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout parce que moi j'étais complètement isolée, je me coupais de tout, je parlais pas, et c'est hyper important de prendre des nouvelles et de donner des nouvelles. Et c'est comme ça qu'on s'aide en fait. On peut forcer rien à personne, il faut préparer le terrain on va dire. C'est ça, on peut juste être là, et des fois la présence les gens ils s'en rendent pas compte, mais la présence c'est énorme. Pour un début c'est énorme, c'est tout ce qui... moi je sais que c'est tout ce qu'il me fallait en fait, juste une présence. J'ai même pas envie de parler mais sois avec moi, et genre je vois que tu me comprends, t'es là, tu me demandes si ça va, je vais te répondre oui, tu vas pas me poser plus de questions que ça, mais t'es là genre, et ça c'est une grande force. Une chose que les gens qui nous écoutent peuvent faire si jamais ils n'ont pas de personne dans leur entourage qui remplit cette fonction-là, c'est d'aller voir un psychologue ou un psychologue. Moi, c'est ce que j'ai fait quand même. C'est pas la psychologue qui m'a aidée à arrêter l'alcool, mais dans ma vie, je suis allée voir une psychologue pendant 2 ans, et elle était solide. C'est-à-dire que même quand je venais pas aux séances et tout, elle était là, toujours là. Elle me disait, on se revoit la semaine prochaine, on se voit et on discute. Et juste ça, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que elle tenait bon. C'est ça. Il y a des gens qui ne baissent pas les bras en fait. Face à toute mon impulsivité, mais j'annule, gna parce que je veux pas. Elle tenait bon, elle était là, et elle m'a permis en fait de vraiment de travailler sur moi à partir de ce socle en fait. T'as réussi à trouver une force quoi. Une force de fou, elle m'a donné de la force en fait. Et c'est hyper important. Et quand on n'a pas les moyens de se payer une psy, parce que ça c'est réel aussi. Oui, c'est réel. Les associations, et c'est hyper important. Oui, les groupes sur maintenant Facebook, Instagram, des groupes, juste discuter parce que. Il y en a beaucoup sur Facebook par rapport à l'alcool. Donc et ça c'est hyper important. S'il y a des jeunes, il y a Nurchi de sevrage qui est très très bien. Où vraiment il parle du sevrage, mais il parle aussi de l'alcool, etc. Et franchement ce groupe est top, je trouve qu'ils réfléchissent vachement, il y a beaucoup de réflexions sur ce groupe, c'est vachement intéressant. Ok, je me j'ai une question que j'aime bien. La dernière fois où vous avez été fière de vous.
Moi, il y a un truc, la dernière fois que j'ai été fière de moi, c'est parce que je fais un stage en ce moment donc, dans un hôpital un hôpital de jour pour les personnes dépendantes à l'alcool justement. Ouais. Et donc j'ai fait des entretiens avec des patients et j'ai senti que je les avais aidés. Et pour moi c'était incroyable en fait, parce qu'avec mon expérience, réussir à les aider, à les guider un petit peu, franchement c'est incroyable pour moi. Je me suis sentie utile en fait, et j'ai senti que mon histoire elle servait à quelque chose, et franchement ça m'a rendue fière de moi parce que j'ai mis du temps pour en arriver là, et qu'avant j'étais même pas capable de faire un entretien avec qui que ce soit. J'avais pas la confiance non plus pour ça, et maintenant j'ai cette confiance là, et juste pour ça c'est top. Ouais, grave. Et toi du coup? Moi je pense que j'étais fière de moi. Je pense que c'est d'écrire une chanson, du coup, ne plus composer, juste composer, parce que c'est facile pour moi de composer. Et comme je disais au début, c'est difficile pour moi de m'exprimer. Et le fait que j'ai réussi à m'exprimer au travers d'une musique, et que je me suis sentie capable de le faire, ça m'a rendu fière de moi. D'écrire les paroles et d'écrire ce que je ressentais, d'avoir pu... Parce que même pour moi, même si je fais ça seule en fait et que je le montre pas, c'était difficile en fait. C'était un bon exercice du coup. Et super bon exercice, et ça m'aide beaucoup en fait finalement. Et je pense que même si c'est pour moi, je trouve je le fais en fait. Donc, chapeau, parce que c'est difficile quand on parle pas d'exprimer. C'était hyper dur, mais voilà, j'ai réussi. Et je suis contente. Trop bien. Merci les filles, vraiment c'était trop bien, c'était trop merci à toi, franchement c'est top de pouvoir en parler. Déjà avec quelqu'un qui est abstinente aussi, parce qu'en fait finalement je suis assez seule dans mon entourage, je discute pas avec de personnes jeunes et abstinentes. Moi non plus du coup. Je côtoie que des personnes plus âgées en fait du coup c'est intéressant, mais voilà, de voir aussi que y a plein de jeunes qui arrêtent. On a vu plein de choses hyper intéressantes là, j'espère que ça aura aidé les gens qui nous écoutent. Je mettrai vos réseaux sociaux, etc. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi.